Partie 17 de l'art de vivre. La mémoire vivante. Vivre, c'est se souvenir. Même lorsque nous croyons être entièrement présents, une part de nous compare, associe, relie. Sans mémoire, le monde serait un chaos d'impressions instantanées. Chaque son, chaque visage, chaque mot se dissoudrait aussitôt qu'il apparaît. Il n'y aurait ni histoire, ni identité, ni apprentissage. Le souvenir, aussi discret soit-il, est la charpente invisible de la conscience. Dans les premières secondes de notre éveil chaque matin, avant même que la raison ne se réinstalle, la mémoire agit déjà. Elle restitue qui nous sommes, où nous sommes, et ce qui nous attend. Elle ne se contente pas d'archiver le passé, elle reconstruit le fil de la continuité. Ce fil est la condition même du sentiment d'exister. Sans lui, chaque instant serait orphelin, chaque émotion s'enracine. La mémoire donne au présent sa profondeur, comme la mer donne au rivage la force de ses marées. Mais la mémoire n'est pas une bibliothèque immobile où reposeraient des images figées. Le cerveau humain ne classe pas les souvenirs dans des étagères bien rangées. Il les recrée, les réassemble, les réinterprète. Lorsqu'on se remémore un moment d'enfance, ce n'est pas la scène d'origine que nous voyons, c'est une reconstitution, nourrie de sensations, d'émotions, et du sens qu'on lui donne aujourd'hui. L'hippocampe en extrait les éléments essentiels, le cortex préfrontal les organise, et l'amygdale colore l'ensemble d'une tonalité affective. Cette coopération subtile transforme chaque rappel en acte créatif. C'est pourquoi un même souvenir peut changer avec le temps, ce n'est pas notre mémoire qui ment, c'est notre vie qui évolue. Ainsi, deux personnes vivant la même scène n'en retiendront jamais la même version. L'une se souviendra du ton de la voix, l'autre de la lumière, une autre encore de l'émotion ressentie. Chacun perçoit et enregistre selon sa propre sensibilité. La mémoire est subjective parce qu'elle est vivante. Elle ne conserve pas seulement ce qui s'est passé, mais ce que cela a signifié. C'est cette part de signification qui nous relie à nous-mêmes et aux autres. Quand on dit qu'un souvenir revient, c'est en réalité qu'il se reconstruit. Le cerveau active des réseaux neuronaux qui, ensemble, recomposent le passé. Ce mécanisme, appelé réactivation mnésique, a été observé grâce à l'imagerie cérébrale. À chaque souvenir évoqué, les mêmes zones s'allument que lors de l'expérience initiale, mais dans une configuration légèrement différente. Le souvenir est donc un événement nouveau, à chaque fois. Il vit dans le présent. Ce caractère dynamique explique pourquoi la mémoire est à la fois fiable et trompeuse. Fiable, parce qu'elle conserve la structure du vécu, trompeuse, parce qu'elle en réécrit les détails. Il suffit d'un mot, d'une suggestion, ou d'une émotion nouvelle pour modifier la perception d'un souvenir. C'est ce qu'on appelle la malléabilité mnésique. Loin d'être une faiblesse, cette malléabilité est une force, elle permet l'adaptation, le pardon, la résilience. Nous ne pourrions pas évoluer si nos souvenirs étaient gravés dans la pierre. La mémoire n'est pas seulement celle des événements personnels. Elle inclut aussi la mémoire procédurale, celle du corps, qui se manifeste quand on fait du vélo ou qu'on joue d'un instrument sans y penser. Cette mémoire-là ne passe pas par la conscience. Elle s'ancre dans le cervelet et les circuits moteurs, traduisant l'apprentissage en automatisme. C'est encore une autre manière pour le vivant de conserver sans figer, le geste devient mémoire, et la mémoire devient geste. Quand un pianiste répète une mélodie, il ne se souvient pas seulement des notes, il sent le rythme dans ses doigts, la pression des touches, la tension de son souffle. Ce savoir implicite illustre ce que l'on appelle la mémoire incorporée. L'être humain n'est pas un esprit qui se souvient, il est un corps qui se souvient. Et c'est dans cette continuité que la mémoire devient vivante, elle n'est pas une trace, elle est une activité. L'apprentissage repose sur cette même dynamique. Chaque fois que nous révisons une connaissance, certaines connexions neuronales se renforcent tandis que d'autres s'effacent. Ce phénomène, nommé plasticité synaptique, est la clé du progrès cognitif. Le cerveau se transforme littéralement à chaque expérience.
Il réorganise ses circuits selon la fréquence, la pertinence et l'intensité émotionnelle des informations reçues. Ce remodelage incessant explique pourquoi apprendre, c'est toujours se modifier soi-même. On ne se contente pas d'ajouter des données, on se recompose. Toutefois, la plasticité a besoin d'équilibre. Trop peu de stimulation, et l'information s'efface, trop de rigidité, et la mémoire se fige. Le cerveau doit sans cesse ajuster entre stabilité et changement. Les chercheurs parlent parfois d'un équilibre homéostatique, conserver ce qui est utile, éliminer ce qui encombre. Dans ce jeu d'ajustement, la répétition joue un rôle décisif. Répéter, ce n'est pas simplement redire, c'est réancrer, reformuler, réaffirmer. Chaque répétition reconstruit la trace mnésique sous une forme plus stable. C'est ainsi que le savoir devient compétence et que la mémoire devient structure de pensée. Mais il ne suffit pas de répéter pour apprendre. Encore faut-il donner du sens. L'information brute ne s'inscrit durablement que si elle s'intègre à un réseau déjà existant de connaissances ou d'émotions. L'être humain n'enregistre pas des faits, il les relie. C'est pourquoi on retient mieux ce qui nous touche ou ce qui s'inscrit dans une logique. L'oubli d'un détail n'est pas un échec de mémoire, mais souvent un manque de connexion. Plus un souvenir trouve de points d'ancrage, plus il résiste au temps. Les émotions jouent ici un rôle capital. Un événement intense s'imprime plus profondément qu'un fait neutre. Cela s'explique par l'implication du système limbique, qui relie mémoire et survie. Lorsqu'une situation déclenche la peur, la joie ou la tristesse, le cerveau marque cette expérience comme prioritaire. L'amygdale signale à l'hippocampe que l'événement est significatif, les hormones du stress ou du plaisir renforcent alors l'encodage. Le souvenir devient plus durable. C'est un mécanisme de protection, retenir ce qui nous a sauvés ou menacés, c'est augmenter nos chances d'adaptation. Cependant, cette priorisation émotionnelle a son revers. Quand l'événement est traumatique, la mémoire se charge d'une intensité telle qu'elle déborde le cadre du présent. Le cerveau n'a pas le temps d'intégrer, il fige. Le souvenir, au lieu de s'inscrire, reste suspendu, comme un fragment de passé resté vivant. C'est ce qu'on observe dans les troubles post-traumatiques, le corps réagit comme si le danger était encore là. Les circuits de la peur s'activent, les images reviennent sans qu'on les appelle. Le travail thérapeutique vise justement à remettre le souvenir dans le temps, à lui redonner sa date. Par la parole, la respiration, l'écriture, ou d'autres médiations, on aide le cerveau à reconnaître « ce fut ». Ce processus de datation rétablit la continuité du récit intérieur et apaise la mémoire. Ainsi, la mémoire n'est pas un simple enregistrement, c'est une interprétation permanente. Elle filtre, ordonne, sélectionne ce qui soutient la cohérence du moi. Elle choisit, souvent inconsciemment, les versions du passé qui confirment notre identité actuelle. Ce mécanisme est essentiel, il nous évite la dislocation psychique. Sans cette cohérence, nous serions tiraillés entre mille contradictions. Mais ce même mécanisme peut devenir un piège lorsqu'il se rigidifie. À force de réaffirmer les mêmes histoires, on se prive d'évolution. La mémoire qui protège peut aussi enfermer. Certaines personnes s'accrochent à une version figée d'elles-mêmes, une blessure, une culpabilité, un rôle. Elles revivent les mêmes scènes, non parce qu'elles s'en souviennent trop, mais parce qu'elles ne les ont pas intégrées. À l'inverse, ceux qui acceptent de relire leur passé avec nuance découvrent que la mémoire peut guérir. Comprendre ne signifie pas excuser, cela signifie relier. Lorsque le souvenir retrouve sa place dans le tout, il cesse de dominer le présent. Il devient savoir plutôt que douleur. La psychologie moderne observe que la mémoire autobiographique influence fortement la santé émotionnelle. Les personnes capables d'évoquer leur passé avec des détails variés, sans tout peindre en noir ou en blanc, manifestent une plus grande résilience. Elles savent que la vie n'est pas un récit figé, mais un ensemble de versions qui évoluent. La mémoire vivante, c'est cela, une mémoire capable de se réviser sans se renier. L'oubli lui-même participe de cette sagesse.
Loin d'être un défaut, il est une fonction d'équilibre. Oublier, c'est faire de la place. Le cerveau n'efface pas vraiment, il désactive ce qui n'a plus d'utilité immédiate. L'information reste en arrière-plan, prête à être réactivée si nécessaire. Cet oubli actif libère l'attention pour de nouvelles expériences. Sans lui, l'esprit serait saturé, incapable de discerner l'essentiel. Une mémoire qui retiendrait tout serait invivable, elle ne permettrait plus de hiérarchiser. Oublier, c'est respirer. À chaque instant, notre mémoire trie. Ce tri n'est pas toujours conscient, mais il est vital. Ce que nous appelons « présent » n'est que la surface émergée de cet océan de souvenirs et d'oubli. Sous la continuité apparente de la conscience, des milliers de traces interagissent, s'éteignent ou se ravivent selon le contexte. Une odeur, une musique, une voix suffisent à ranimer des pans entiers du passé. Ces retours soudains ne sont pas des intrusions, ils témoignent de la vitalité de notre mémoire. Le passé ne dort pas, il veille, prêt à ressurgir quand il trouve un sens. Ainsi, la mémoire n'est pas un musée intérieur, mais un organisme en mouvement. Elle vit, elle respire, elle se renouvelle. Et c'est précisément cette vie intérieure qui nous permet de demeurer les mêmes tout en changeant. Car la continuité n'est pas la répétition, c'est la capacité d'intégrer le nouveau sans perdre l'ancien. La suite approfondira ce lien entre mémoire et apprentissage, comment chaque souvenir modifie notre manière de percevoir le monde, et comment cette réorganisation constante du sens façonne l'identité humaine, jusque dans les moindres gestes du quotidien. Lorsqu'on comprend que la mémoire n'est pas un simple entrepôt, mais un organisme vivant, tout le rapport à la connaissance s'en trouve transformé. Apprendre cesse d'être un acte mécanique pour devenir une forme de métabolisme intérieur. Chaque idée absorbée se mêle à nos représentations anciennes, chaque émotion modifie nos repères, chaque expérience réécrit les précédentes. Rien n'est isolé, tout dialogue. La mémoire est donc un espace de conversation permanente entre le passé et le présent. Dans les apprentissages précoces, cette conversation est visible. L'enfant ne retient pas des données, il explore, manipule, associe. Son cerveau, encore souple, forme des milliards de connexions nouvelles chaque jour. Ce foisonnement neuronal se stabilise au fil du temps, mais il demeure réversible. Même adulte, on conserve cette capacité d'adaptation, appelée neuroplasticité. Elle permet au cerveau de se reconfigurer face à l'expérience. Ainsi, apprendre un instrument, une langue, ou même changer d'habitude, ce n'est pas ajouter du savoir, c'est remodeler le système nerveux lui-même. Cette plasticité a cependant un coût. Chaque nouvel apprentissage requiert de l'énergie, de l'attention, et un certain degré d'émotion. L'attention concentre les ressources, l'émotion fixe l'expérience. C'est pourquoi un apprentissage qui ne suscite ni curiosité ni plaisir a du mal à s'ancrer, il manque de charge affective. Le cerveau ne retient bien que ce qu'il perçoit comme ayant du sens. Apprendre sans émotion, c'est comme écrire sur de l'eau, rien ne reste. Les chercheurs ont observé que les circuits de la dopamine, neurotransmetteur du plaisir et de la motivation, s'activent lorsqu'un individu découvre quelque chose de nouveau ou réussit à résoudre un problème. Cette récompense interne renforce la trace mnésique, elle signale que l'expérience a de la valeur. Inversement, le stress chronique ou la peur bloquent cette dynamique. Les hormones du stress réduisent l'efficacité de l'hippocampe, la région clé de la mémoire déclarative. C'est pourquoi la pression, la peur de l'échec ou l'humiliation éducative nuisent à la mémorisation. La mémoire vivante a besoin de confiance, de curiosité et de temps. Le rythme de l'apprentissage est un autre facteur essentiel. Le cerveau ne peut consolider une information que s'il a le temps de la retravailler. Cette phase de consolidation se poursuit souvent pendant le sommeil, les souvenirs récents y sont réorganisés, intégrés ou éliminés. Pendant les phases de sommeil lent profond, les neurones de l'hippocampe rejouent littéralement les séquences d'activité de la journée. C'est comme si le cerveau révisait silencieusement ses notes. Le sommeil n'est donc pas une coupure, mais une étape de digestion mentale.
Une nuit écourtée, c'est une mémoire affaiblie. Ainsi, la mémoire vivante dépend d'un équilibre entre stimulation et récupération. Trop de nouveautés, et le système sature, trop de routine, et il s'endort. Le cerveau, comme un muscle, a besoin d'alternance, effort et repos, concentration et relâchement. Ce rythme conditionne la clarté de nos pensées. Il explique pourquoi les moments d'oisiveté ou de rêverie sont souvent féconds, ils permettent aux souvenirs récents de se relier entre eux, d'engendrer des associations inattendues. L'imagination n'est pas l'opposé de la mémoire, elle en est le prolongement. Loin d'être un simple registre du passé, la mémoire participe donc activement à la perception du présent. Nous ne voyons jamais le monde tel qu'il est, mais tel que notre mémoire nous l'a appris. Chaque objet, chaque visage, chaque mot est reconnu à travers des schémas mémorisés. C'est ce qu'on appelle la perception top-down, ou descendante, le cerveau interprète les signaux sensoriels à partir de ce qu'il connaît déjà. Cette mécanique rend la perception rapide et efficace, mais elle la rend aussi sélective. Nous ne voyons que ce que nous sommes prêts à reconnaître. Cette sélection est à la fois une bénédiction et une limite. Sans elle, le monde serait insoutenable, saturé de détails inutiles. Grâce à la mémoire, nous filtrons. Mais ce filtre nous enferme aussi parfois dans nos habitudes de perception. On croit observer la réalité, alors qu'on ne fait souvent que confirmer ce que l'on sait déjà. C'est pourquoi les découvertes, qu'elles soient scientifiques ou personnelles, exigent toujours une forme d'oubli, il faut suspendre ce que l'on croit savoir pour laisser place à l'inédit. La mémoire vivante est celle qui sait oublier au bon moment. Cette idée peut paraître paradoxale, comment la mémoire, qui conserve, peut-elle dépendre de l'oubli? Pourtant, c'est bien ce paradoxe qui garantit son équilibre. L'oubli agit comme une respiration interne. Il efface le bruit pour préserver le sens. Le cerveau humain élimine chaque jour des milliers de connexions inactives, c'est sa manière d'économiser de l'énergie et de maintenir la cohérence du réseau. Sans ce tri naturel, les souvenirs se mélangeraient jusqu'à perdre toute signification. L'oubli n'est donc pas une défaillance, mais une fonction d'ordre. Ce tri s'opère aussi dans la mémoire émotionnelle. Certaines images s'estompent avec le temps non parce qu'elles étaient insignifiantes, mais parce que nous avons fini par les intégrer. Ce que nous appelons « guérison » correspond souvent à cette transformation silencieuse du souvenir en savoir. L'émotion s'apaise, la trace reste, mais elle devient neutre. Ce n'est plus une plaie, c'est une cicatrice, une mémoire pacifiée. À l'inverse, quand un souvenir reste chargé, c'est que la mémoire n'a pas achevé son travail d'intégration. L'énergie psychique y demeure prisonnière. De nombreuses approches thérapeutiques s'appuient aujourd'hui sur cette compréhension. En revisitant les souvenirs dans un cadre sécurisé, on permet au cerveau de les retravailler différemment. L'émotion se relie au langage, la sensation se relie à la conscience. Ce processus est appelé reconsolidation, il ne s'agit pas d'effacer, mais de réécrire avec plus de cohérence. Le souvenir reste, mais il change de sens. Il devient support de croissance. Là encore, la mémoire prouve qu'elle est vivante, elle n'est pas un dépôt, mais une faculté de transformation. Cette plasticité ne concerne pas seulement les individus, elle s'étend aussi à la mémoire collective. Chaque société se souvient à sa manière. Elle choisit ce qu'elle célèbre, ce qu'elle tait, ce qu'elle transmet. Ces choix façonnant la conscience commune autant que les souvenirs personnels façonnent le moi. Une civilisation, comme un être humain, a besoin de mémoire pour se maintenir dans le temps, mais aussi d'oubli pour évoluer. Trop de mémoire collective fige le passé en mythe, trop d'oubli déracine les valeurs. Entre les deux, il y a la mémoire vivante d'un peuple, celle qui conserve la trace sans renoncer au mouvement. L'histoire humaine en fournit d'innombrables exemples. Les périodes de reconstruction, après les guerres ou les crises, illustrent ce travail de mémoire active. Les sociétés doivent se souvenir pour ne pas répéter, mais aussi transformer pour ne pas s'enliser. On ne bâtit pas l'avenir sur le déni, pas plus qu'on ne peut le bâtir sur le ressentiment.
Ce principe vaut aussi pour l'individu, la mémoire vivante n'est pas une vengeance du passé, mais une réconciliation avec lui. Dans la vie quotidienne, cette fonction se manifeste à chaque instant. Lorsque nous racontons un souvenir, nous le réécrivons. Le simple fait de le formuler différemment, de choisir d'autres mots, modifie son empreinte. Ce n'est pas trahir la réalité, c'est l'interpréter à la lumière de ce que nous sommes devenus. C'est ainsi que le récit intérieur évolue. L'être humain est un conteur, il ne vit pas seulement des expériences, il les met en histoire. Cette narration intime est l'un des piliers de la santé mentale. Sans elle, les événements resteraient isolés, dénués de sens. Les neurosciences confirment ce pouvoir du langage sur la mémoire. Lorsque nous mettons des mots sur une émotion, l'activité de l'amygdale diminue et celle du cortex préfrontal augmente. Autrement dit, nommer apaise. La parole organise ce que le corps ressentait confusément. Ce passage du vécu à la pensée est une forme de digestion psychique. C'est par le langage que la mémoire devient conscience. Mais il existe une autre dimension, plus subtile, de cette mémoire vivante, la mémoire du corps. Avant même les mots, avant même la conscience explicite, notre organisme enregistre. Les premières sensations, les rythmes du cœur maternel, les gestes de sécurité ou de peur s'impriment profondément. Ces traces précoces, souvent inaccessibles à la mémoire déclarative, influencent pourtant nos comportements ultérieurs. On parle parfois de mémoire implicite, un savoir du corps qui agit sans se dire. Elle se manifeste dans les réflexes, les attitudes, les élans. Elle fonde notre manière d'habiter le monde. Ainsi, lorsqu'une situation réveille une émotion disproportionnée, il arrive que ce soit une mémoire ancienne qui s'exprime. Le corps se souvient avant la pensée. Comprendre cela, c'est reconnaître que la mémoire n'est pas seulement dans le cerveau, elle est distribuée dans l'ensemble du système nerveux, dans les muscles, dans la posture, dans le souffle. Chaque fibre garde la trace de ce qu'elle a vécu. Le travail de mémoire véritable consiste alors à réunir ces fragments, redonner au corps et à l'esprit une même histoire. C'est cette unité retrouvée qui donne à la mémoire sa dimension vivante. Tant qu'elle reste séparée, entre ce qu'on sait et ce qu'on sent, entre ce qu'on dit et ce qu'on tait, elle stagne. Lorsqu'elle circule, elle guérit. C'est pourquoi les arts, la musique, la danse ou l'écriture ont un pouvoir thérapeutique, ils permettent à la mémoire de se dire autrement que par les mots. Ils la transforment en mouvement. En définitive, la mémoire vivante n'est pas une fonction cognitive isolée, c'est une manière d'être au monde. Elle relie, elle transforme, elle sélectionne et libère. Elle façonne nos perceptions autant qu'elle s'en nourrit. À chaque instant, elle filtre le réel pour lui donner sens. Ce que nous appelons « présent » n'est que le moment où ce filtrage devient conscience. Et c'est justement ce rapport entre mémoire et perception qui ouvre la porte au thème suivant, comment notre attention, en sélectionnant certains aspects du monde, façonne la réalité que nous croyons voir. Car après la mémoire vient le regard, et ce regard, lui aussi, construit le monde qu'il perçoit. Comprendre la mémoire, c'est donc comprendre le vivant dans ce qu'il a de plus subtil, la capacité de se modifier sans se perdre. Nous ne sommes pas définis par un passé figé, mais par la manière dont nous le transformons en expérience. Chaque souvenir revisité devient une matière première pour la conscience. Il ne s'agit pas seulement de se rappeler, mais de relier, de faire circuler. Dans cette circulation, la mémoire se confond avec la vie elle-même, un flux continu d'intégration et de réinterprétation. Ce flux n'obéit pas seulement à la volonté. Il se régule en grande partie de manière inconsciente. Le cerveau, pour maintenir son équilibre, gère en permanence un immense réseau d'informations, hiérarchisées selon leur pertinence. Certaines traces se consolident, d'autres s'effacent, d'autres encore se réactivent lorsqu'une situation les rappelle. Ce processus n'a rien de linéaire, il ressemble plutôt à un tissage mouvant, où chaque fil influence la tension des autres.
Le souvenir d'un mot, d'un visage, d'un parfum ne surgit jamais seul, il s'accompagne d'une constellation d'associations qui redessinent notre perception de l'instant présent. Ainsi, le passé n'est jamais totalement derrière nous. Il participe de chaque décision, de chaque émotion. Quand on réagit avec méfiance, avec confiance ou avec tendresse, ce n'est pas le présent seul qui parle, mais la mémoire de tous les instants analogues vécus auparavant. La conscience, dans sa clarté apparente, repose sur cette immense infrastructure invisible, la mémoire émotionnelle. Cette mémoire émotionnelle est un guide silencieux. Elle ne raconte pas, elle oriente. Elle nous pousse à éviter certains contextes ou à rechercher certains visages. Elle influence la perception du danger, du plaisir, du risque. Elle est donc l'une des racines du comportement. Mais elle peut aussi nous tromper. Ce qui a été dangereux autrefois ne l'est plus forcément aujourd'hui. Ce qui a été source de peur ou de honte peut, dans un autre contexte, devenir une opportunité. Le travail de maturité consiste à remettre à jour ces associations, à distinguer les souvenirs qui protègent de ceux qui enferment. Ce processus de mise à jour est permanent. On croit souvent que la mémoire se détériore avec l'âge, en réalité, elle se spécialise. L'adulte, puis la personne âgée, ne retiennent plus la même quantité d'informations nouvelles, mais elles en conservent mieux la structure de sens. Elles deviennent plus sélectives, moins d'images, plus de cohérence. Le cerveau privilégie alors la synthèse plutôt que le détail, comme s'il cherchait à condenser l'essentiel d'une vie dans un récit plus global. Cette forme d'économie cognitive n'est pas un appauvrissement, c'est une maturation. La mémoire vivante, à son sommet, c'est ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut laisser aller. Cette sagesse naturelle éclaire un paradoxe, nous craignons d'oublier, mais nous oublions pour continuer à vivre. L'oubli n'est pas une défaillance, c'est une adaptation. Il permet au psychisme d'éviter la saturation. La mémoire ne s'amenuise pas seulement avec le temps, elle se purifie. Ce que nous appelons vieillir, c'est parfois cela, apprendre à ne plus tout retenir, à ne garder que l'essentiel. Ce tri incessant donne à la conscience sa forme souple et légère. À l'inverse, certaines pathologies illustrent ce qui se produit quand la mémoire cesse d'oublier. Dans certaines affections neurologiques rares, la personne se souvient de tout, de chaque journée, de chaque détail, sans hiérarchie. L'expérience devient insoutenable. Rien ne s'efface, tout demeure à égalité. Or, vivre, c'est hiérarchiser, c'est savoir que certaines choses comptent plus que d'autres. Le cerveau, pour rester sain, doit donc maintenir cette balance, entre persistance et effacement, entre souvenir et oubli. Les troubles de la mémoire, qu'ils soient d'origine neurologique ou psychologique, rappellent combien cette fonction dépend de l'équilibre global de l'organisme. La mémoire n'est pas isolée, elle est intimement liée au sommeil, à l'alimentation, à l'activité physique, à l'état émotionnel. Un cerveau épuisé, mal oxygéné ou stressé perd sa capacité de consolidation. À l'inverse, un organisme reposé, nourri de rythmes réguliers et d'émotions apaisées, renforce naturellement ses capacités mnésiques. L'hygiène de la mémoire passe donc par l'hygiène de vie. Mais au-delà du corps, la mémoire s'inscrit aussi dans le lien social. Les conversations, les rituels, les échanges sont des formes de rappel collectif. Quand on raconte, on ravive, quand on écoute, on accueille la mémoire de l'autre. Les sociétés qui valorisent la parole, la transmission, la narration orale entretiennent une mémoire plus vivante. Les souvenirs partagés ne s'usent pas, ils se transforment en culture. À l'inverse, le silence, l'isolement ou la peur du jugement figent les mémoires personnelles. Ce qui ne peut être dit reste piégé dans le corps. Parler, c'est déjà libérer. C'est pourquoi l'acte de raconter sa vie, même à soi-même, est un geste profondément structurant. Il permet d'unifier le passé dispersé en une histoire continue. La psychanalyse, la méditation introspective, ou même le simple journal intime, s'appuient sur cette fonction narrative. La mémoire devient alors une scène où l'on remet de l'ordre, où l'on réattribue des significations.
Ce travail n'a pas pour but de corriger le passé, mais de l'intégrer. En racontant, on redonne une place à chaque souvenir. Et c'est dans cette réorganisation que naît le sentiment d'identité. Mais l'identité, comme la mémoire, n'est jamais fixe. Elle se réécrit au fil du temps. Chaque nouvelle expérience peut réinterpréter les anciennes. Ce que l'on croyait être une erreur peut devenir une étape, ce qu'on pensait être un échec peut prendre un sens nouveau. L'identité n'est donc pas une photographie, mais une trajectoire. Nous sommes à la fois les auteurs et les lecteurs de notre propre récit. Cette capacité à se relire, à se reformuler, est peut-être la plus belle manifestation de la mémoire vivante. Elle nous protège des extrêmes, la nostalgie, qui fige, et l'amnésie, qui déracine. La nostalgie veut retenir le passé à tout prix, comme si l'on pouvait arrêter le fleuve. L'amnésie, elle, coupe le courant, laissant l'esprit sans repère. La mémoire vivante, au contraire, fait circuler. Elle ne nie pas ce qui fut, elle le laisse devenir. Dans le fond, la mémoire n'est pas tournée vers hier, mais vers demain. Elle n'existe que pour permettre l'adaptation. C'est parce que nous nous souvenons que nous pouvons anticiper, reconnaître les schémas, prévoir les conséquences. La mémoire est une fonction prospective. Elle sert moins à regarder en arrière qu'à imaginer l'avenir à partir du passé. Chaque souvenir, même douloureux, est une donnée pour orienter les choix futurs. Cette orientation dépend toutefois d'un facteur décisif, la qualité de notre attention. Car la mémoire ne garde que ce qu'elle a perçu pleinement. Ce que l'on vit distraitement s'efface. Ce que l'on vit avec présence s'imprime. L'attention est le socle sur lequel se construit la trace mnésique. Sans attention, pas de mémoire, sans mémoire, pas de continuité. L'attention, en sélectionnant certains éléments du réel, sculpte littéralement notre monde intérieur. Elle décide de ce qui deviendra souvenir et de ce qui disparaîtra dans l'oubli. De cette évidence découle une leçon essentielle, la mémoire n'est pas seulement un don, c'est une conséquence. Elle dépend de la manière dont nous habitons le moment présent. Plus nous vivons consciemment, plus nous laissons des traces cohérentes en nous. À l'inverse, la dispersion, la surcharge ou la vitesse fragmentent l'expérience et appauvrissent la mémoire. Le monde moderne, saturé de stimulation, met ainsi à l'épreuve cette faculté de continuité. Nos appareils, nos flux d'informations, nos notifications incessantes dispersent l'attention. Et lorsque l'attention se fragmente, la mémoire se délite. Il ne s'agit pas de nostalgie d'un passé sans écran, mais d'un constat physiologique, le cerveau humain n'est pas conçu pour traiter simultanément une multitude de sollicitations. Chaque interruption impose un coût cognitif. On croit multitâcher, mais en réalité on bascule d'un contexte à l'autre, perdant à chaque fois un fragment de continuité. Ce morcellement du présent finit par produire une mémoire superficielle, beaucoup de traces, peu de sens. Retrouver une mémoire vivante suppose donc de retrouver une attention vivante. Cela passe par la lenteur, la respiration, la répétition consciente des gestes simples. Regarder, écouter, sentir, goûter, écrire, chaque acte accompli avec attention devient une encre dans le temps. Ces encres tissent la cohérence de la conscience. Elles font de la vie un récit au lieu d'une suite de notifications. On pourrait dire que la mémoire vivante est la respiration de l'âme, inspirer le présent, expirer le passé. Trop inspirer, c'est s'étouffer, trop expirer, c'est s'oublier. Le juste rythme, celui de la présence, permet à la conscience de demeurer fluide, capable d'accueillir le nouveau sans perdre la continuité de soi. À ce stade, la mémoire apparaît non plus seulement comme une fonction biologique, mais comme un art de vivre. Elle nous enseigne la mesure, ne pas retenir avec crispation, ne pas effacer par déni, mais laisser les choses trouver leur place. Vivre avec une mémoire vivante, c'est accepter d'être un être en mouvement, relié par des fils invisibles à tout ce que l'on a été. C'est reconnaître dans chaque instant la sédimentation de ceux qui l'ont précédé. Et lorsque l'attention se déploie pleinement, ce tissu devient lumineux.
Le monde perçu cesse d'être un flux chaotique, il devient un espace cohérent, organisé par la conscience. Là commence un autre territoire, celui de la perception sélective, de la focalisation, du regard qui choisit. Car si la mémoire tisse le passé, l'attention façonne le présent. C'est cette continuité naturelle qui conduit à la réflexion suivante: comment notre attention, en choisissant ce qu'elle retient, construit-elle la réalité que nous croyons percevoir? Autrement dit, comment la mémoire du monde intérieur se prolonge-t-elle dans le regard que nous portons sur le monde extérieur? C'est le cœur de la partie 18, l'attention sélective et la construction du monde perçu.